Son bonjour était le plus célèbre de la télévision française. Le journaliste Yves Mourouzi est mort la nuit dernière à l'âge de 55 ans des suites d'un malaise cardiaque. Immigration, Lionel Jospin soutient Jean-Pierre Chevènement en but aux critiques d'une partie de la gauche plurielle et il dénonce ceux qui incitent des étrangers en situation irrégulière à rester en France. L'obésité gagne du terrain dans le monde. Premier touché, les États-Unis. En France, plus de 3 millions de personnes sont concernées. Première cause, la vie de plus en plus sédentaire. Consommation, souci de l'environnement. Une ville comme Paris emploie plus de 4500 personnes pour nettoyer chaque jour ses rues et vider ses poubelles. C'est notre enquête de ce soir. Taxi, c'est un film attendu cette semaine, une production de Luc Besson, un chauffeur de taxi marseillais qui prend la Canebière pour un circuit de Formule 1, une comédie. Madame, Monsieur, bonsoir. Il avait une façon de dire bonjour qui l'avait rendu inimitable pendant 13 ans sur la première chaîne de télévision. Yves Mourouzi est mort la nuit dernière d'un malaise cardiaque à l'âge de 55 ans. Le journaliste s'était fait connaître par son tempérament, sa faculté à suivre les progrès techniques de la télévision, sortant des studios, multipliant les directs de la Place Rouge au Vatican. Son dernier rêve, qui était devenu réalité, était d'être le grand ordonnateur des festivités du passage à l'an 2000 dans la capitale. Le destin en a décidé autrement. Ce jour-là, à 0 heure, il ne sera plus là pour lancer son fameux bonjour. Patricia Charnelet, France Vaillant. Alors, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ce si célèbre bonjour aura duré 13 ans. 13 ans aux commandes du journal de 13 heures de TF1, dont 6 avec Marie-Laure Augry. Le jeune journaliste, issu de la radio, crée un style à la télévision. Il présente les nouvelles là où l'actualité se déroule. Son studio, c'est Le Monde, avec ses fastes et ses grands hommes. Mourouzi surprend par sa décontraction et sa mise en scène de l'information. Il amuse et il s'amuse. En vous souhaitant la bienvenue sur le plateau de la Une, que je porte encore le casque de TF1. Mais dès demain, c'est prévu, le casque de la privatisation. Les chefs d'État, les personnalités politiques sont séduits par ce créateur de l'infospectacle. Il aime les stars, il les met en valeur, il les bouscule aussi, parfois. Vous êtes un président chébrant. Vous savez ce que c'est que chébrant? C'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé. Dans la classe politique française, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde sentait le professionnel indépendant, mais qui n'était pas là pour piéger, mais pour faire parler ceux qui avaient quelque chose à dire. Bonjour, nous sommes sous l'eau pour la première fois en direct, un journal télévisé. Yves Mourouzi était curieux. Il aimait les scientifiques, les chercheurs, les artistes. En cela, il remplissait l'une des missions du journaliste, révéler des talents, l'une de ses priorités, comme le confie l'un de ses rédacteurs en chef. C'était un homme vraiment généreux, c'était un homme qui respectait les gens qu'il recevait, c'était un homme qui avait une curiosité qui n'était jamais malsaine. C'était un homme qui était fasciné par les créateurs. Je crois que l'an 2000, ce n'est pas une célébration, c'est pas Robespierre, c'est pas Clovis, c'est l'occasion de se donner un bout de tunnel. On a eu beaucoup de déprimes. Yves Mourouzi préparait les fêtes de l'an 2000 pour la ville de Paris. Là encore, un projet qui correspondait à sa philosophie. Il faut tenter, disait-il, de s'amuser dans la vie. Une dernière fête, justement, samedi dernier, pour une parade de Disney avec sa fille Sophie. Un dernier au revoir du monsieur bonjour. C'est au beau milieu d'une polémique à gauche sur le nombre d'étrangers à régulariser que s'est ouvert cet après-midi un débat sur le projet de loi sur l'immigration voulu par le Premier ministre. Depuis quelques semaines maintenant, en effet, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, est en but aux critiques d'une partie de sa majorité, verts, communistes, qui l'accusent d'appliquer une politique de l'immigration identique à celle de la droite. La droite qui, elle, de son côté, au contraire, l'accuse de laxisme. Lionel Jospin a donc voulu, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, remettre en quelque sorte les pendules à l'heure, assurer son ministre de son soutien et préciser sa politique. Lionel Jospin. Pour respecter la dignité des personnes, nous nous sommes efforcés de reconduire dignement sur des avions de ligne, au vu de tous, par tout petit groupe, des hommes et des femmes qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire parce qu'ils sont en situation irrégulière. Et je pense que cela ne peut pas être aux personnes
qui vont être reconduites à la frontière, une fois que les voies de droit ont été légitimement utilisées, de décider à notre place s'ils partiront ou non. Sinon, il n'y a plus d'État, il n'y a même plus d'État de droit. Alors, non responsables sont ceux qui les incitent spectaculairement et sur les lieux même du départ à refuser de partir. Et quand je dis cela, je ne pense pas aux associations dont la vocation est d'être légitimement aux côtés des travailleurs immigrés, y compris sans papier, pour défendre leurs droits. Mais leurs droits devant la loi, pas leurs droits contre la loi. La politique qui est celle du gouvernement et qui est celle du ministre de l'Intérieur est une politique humaine et réaliste, une politique équilibrée et compréhensible par tous nos concitoyens. Je sais que les Françaises et les Français la reconnaissent comme telle, et c'est comme telle que nous continuerons à l'appliquer. Et après cette déclaration de Lionel Jospin, a donc débuté cet après-midi à l'Assemblée nationale le débat sur la nouvelle loi sur l'immigration qui devrait remplacer en partie les lois Pasqua-Debray. Reportage Françoise David, Jeff Wittenberg. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mercredi 15h, question au gouvernement. Par 2 fois, Jean-Pierre Chevènement se lève pour défendre son projet sur l'immigration. 5 députés verts vont voter contre ce texte. Les communistes vont s'abstenir. L'opposition s'amuse des divergences de la majorité. Mais la réponse ne se fait pas attendre. Vous savez, c'est la fable de la poutre et de la paille. Je n'aperçois pas M. Tibéri ici. Mais J'aimerais que M. Tibéri et M. Toubon viennent nous donner des leçons d'unité, de cohérence et de cohésion. Et Lionel Jospin vient à la rescousse de son ministre, un peu malmené à sa gauche. Il demande à ses partenaires un peu plus de cohérence et sa majorité prend acte. En aucun cas, je répète, il faut mettre de l'huile sur le feu. Je ne pense pas qu'il faille verser dans une certaine fébrilité, dans des rappels à l'ordre. Tout ça ne doit pas participer du mode de fonctionnement de la gauche plurielle. Les outrances ne servent personne. Pas plus celles de M. Chevènement quand il nous caricature que celles d'un certain nombre de ses opposants qui le comparent à Le Pen. Chevènement n'est pas Le Pen et nous ne sommes pas des trotskistes anglais. Les réfractaires au projet Chevènement demandent maintenant à rencontrer le ministre. Ils souhaitent la nomination d'un médiateur. Spectatrice de la polémique à gauche, la droite campe sur ses positions et parle d'incohérence. Quand le Premier ministre va dire à Bamako qu'il est contre les expulsions et les charters, moi je comprends les sans-papiers qui ne comprennent pas pourquoi on va les expulser, même si c'est par ligne régulière. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. En fin d'après-midi, derrière le Palais Bourbon, ils étaient encore environ 300 à réclamer la régularisation de tous les sans-papiers, tandis que l'Assemblée adoptait définitivement le texte de Jean-Pierre Chevènement. Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'à l'heure actuelle, sur 100 000 demandes de régularisation de sans-papiers, environ 45 000 avaient été acceptées, les autres rejetées. Donc, les associations diverses qui soutiennent les sans-papiers, partisans d'une régularisation massive, se manifestent, étant entendu que chaque demandeur, vous allez le voir, est un cas à part. Valérie Fourniou, Frédéric Delarue. Fiers du soutien de la CGT et plutôt à l'aise dans leur lutte, ces sans-papiers poursuivent leur 4e jour d'occupation de l'église Saint-André de Bobigny. Ils sont plus d'une centaine à se relayer, la plupart des célibataires. Nous on demande seulement pour nous donner un papier, pour travailler, c'est tout simple. Pour travailler, il faut une carte de séjour, c'est ce qu'ils réclament depuis 2 ans. Comme Moustapha Abdi, marocain, 30 ans, arrivé en France en 91 avec un visa de 3 mois. Débouté du droit d'asile parce qu'il est célibataire, il a déposé un recours. On a un recours typique là. On fait l'original, il l'envoie lui-même recommandé avec accusé de réception au ministre de l'Intérieur. Le formulaire est fourni par la coordination 93 où il milite et où échouent tous les sans-papiers du département. Vous n'êtes jamais en situation régulière, vous voyez. Venez lundi matin, ça ouvre de 11h jusqu'à 18-19h. Moustapha Abdi fait partie des 39 000 sans-papiers qui se sont vus refuser une carte de séjour depuis la circulaire Chevènement de 97. Il y avait des promesses qui étaient données, mais pour le moment, ça y est, c'est foutu.
Keira, elle, est algérienne. Arrivée en France en 92 avec un visa de tourisme, à 28 ans, elle travaille comme femme de ménage non déclarée. Et avoir des papiers représente pour elle la légalité. Donc tu travailles en noir, toujours, même tu gagnes, je sais pas, 10 000 francs par mois, c'est pas... Je touche mes papiers, c'est bien. Même je touche 4 500, je paye 2 500. Mon loyer, ça va. Keira a été déboutée parce qu'elle est en France depuis moins de 7 ans. Elle aussi a déposé un recours. Je ne peux pas retourner en Algérie. On est coincé là, ni là-bas, ni là. Là pour question de papier, là-bas question de guerre. Sur les 150 000 demandes de carte de séjour, 41 000 ont été attribuées et 44 000 restent à examiner. La Commission européenne de Bruxelles a entre ses mains un rapport sur le travail au noir en Europe qui indique que ce phénomène représente en moyenne entre 7 et 16% du produit intérieur brut de l'Europe et occupe 10 à 28 millions de personnes. Selon toujours ces mêmes statistiques, c'est la Grèce qui est la nation la plus concernée. La France vient à hauteur de l'Allemagne. Sébastien Vibert, Laurent Bailly. Le travail au noir, par définition, quasiment impossible à quantifier, évaluer, chiffrer. La Commission européenne s'y est pourtant risquée. Estimation aléatoire, mais qui donne une idée de l'ampleur des dégâts en Europe. Le travail illégal représenterait un quart de la richesse nationale en Italie et en Espagne. L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne seraient dans la moyenne, loin derrière les vertueux pays scandinaves. Le travail illégal, c'est-à-dire non déclaré au pouvoir public, concernerait entre 10 et 30 millions d'emplois en Europe. Du coup, des sommes colossales échappent à la collectivité, comme en France par exemple. On s'accorde à penser qu'il y a environ 100 milliards de francs qui échappent à la sécurité sociale, 100 milliards de cotisations qui ne sont pas versées par des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Les travailleurs immigrés clandestins représentent moins de 10% des infractions. La fraude concerne plutôt des salariés, étudiants, femmes au foyer, chômeurs, qui cumulent des petits boulots non déclarés. Mais les principaux responsables sont surtout les employeurs dans l'hôtellerie, le commerce, la confection, le bâtiment. Et notamment les grands groupes qui sous-traitent de plus en plus leurs activités. Si la loi disait tout ce qui se passe sous les ordres d'un donneur d'ordre l'implique, quand il passerait ses contrats avec ses sous-traitants, il ferait attention. Donc il inclurait le respect du Code du travail, donc il inclurait des salaires réellement payés et déclarés. La Commission européenne souhaite que les États combattent plus vigoureusement le travail illégal et qu'ils incluent cette question dans les projets de lutte contre le chômage qu'ils doivent remettre à la Commission la semaine prochaine. Suite des difficultés de Jean Tibéri à la mairie de Paris face à ses adversaires déclarés au sein de sa propre majorité menée par Jacques Toubon. Le président du groupe UDF à la mairie, Jacques Dominati, estime à son tour qu'il faut tout simplement rendre la parole aux électeurs avant la fin de cette année. L'UDF continue à se remettre en question. Son président, François Letard, a décidé aujourd'hui de réunir les instances nationales au mois de juin prochain. Parallèlement, l'UDF a définitivement exclu, cette fois-ci de ses rangs, les présidents des régions élus grâce au voix du Front National, Charles Bord, Charles Million, Jacques Blanc. Le Premier ministre a présenté ce matin au Conseil son projet de réduction du cumul des mandats. Un projet qui réduit de manière drastique les possibilités de truster ces fameux mandats. Exemple, un élu d'une assemblée ne pourra siéger en même temps que dans une seule autre assemblée. Un parlementaire ne pourrait plus être en même temps maire et président de conseil général ou régional. Le nouveau préfet de Corse, Bernard Bonnet, accélère les mutations dans l'île. On évoque de nombreux retours sur le continent pour des policiers, des gendarmes. Le préfet de Haute-Corse également. Un changement est déjà certain, celui du procureur général de la cour d'appel de Bastia, Claude Sampère. En janvier 1996, la salle d'audience du tribunal de Bastia était pleine pour l'investiture du nouveau procureur général, M. Couturier. Plus de 500 attentats par an, des dizaines de meurtres, la population de l'île attendait beaucoup du nouveau magistrat. Un mois plus tard, premier malaise. Le procureur demande par écrit à ses services d'agir avec la plus grande circonspection dans les affaires liées au terrorisme. La note est rendue publique, elle fait scandale. Un magistrat du parquet doit toujours être prudent. Être prudent, cela ne signifie pas que l'on ne fait rien. Cela signifie simplement que l'on avance en connaissance de cause. L'explication n'arrive pas à convaincre. Au cours de la même année, une autre affaire éclate à Propriano. Le maire de la commune, Émile Mocky, décide d'agrandir le port de Plaisance pour une somme de 33 millions de francs. Un capitaine de police se plonge dans les comptes. Dans un rapport de 18 pages, il relève toute une série d'irrégularités, notamment faux, usage, escroquerie, atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès des candidats dans les marchés publics.
Il parle de tonnes de béton facturées 800 francs alors que les services de l'équipement estiment la même tonne à 582 francs. À la fin du rapport, l'officier de police conseille au procureur d'ouvrir une enquête et rien ne se passe. En matière de justice, monsieur, on ne compte pas en mois, on compte en qualité de travail. C'est tout, c'est terminé. C'est pas un enterrement. Mais il n'y a pas d'enterrement. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, le procureur général est muté à Paris et l'information judiciaire sur le port vient d'être ouverte. Ce départ du plus haut magistrat n'est apparemment que le premier d'une longue liste. Certains responsables policiers et le préfet de Haute-Corse devraient également quitter l'île dans les semaines qui viennent. L'ancien président du Conseil général de l'Essonne, le RPR, Xavier Duguin, a vu le tribunal correctionnel d'Évry requérir contre lui 30 mois de prison, dont 8 fermes et 3 ans d'inéligibilité. Le jugement a été mis en délibéré au mois de mai. Xavier Duguin est accusé notamment de détournement de fonds publics à son usage personnel. Au lycée de Goussainville, en banlieue parisienne, où les professeurs ont déclenché hier la procédure d'alerte en raison notamment d'une bataille rangée qui a eu lieu la semaine dernière à l'intérieur de l'établissement. Aujourd'hui encore, plus de la moitié des professeurs n'ont pas repris les cours. En marge d'un événement comme celui-là, qui montre une nouvelle fois l'augmentation graduelle de la violence chez les plus jeunes, une initiative a souligné un voyage récemment organisé en Bretagne, grâce à la RATP notamment, pour des jeunes de la région parisienne. Objectif, mieux se comprendre, se découvrir. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Alors, elle c'est Virginie. Non, Laura. Elle c'est... Ils ont presque le même âge, sont tous collégiens dans la banlieue parisienne. Mais les uns viennent de Goussainville et les autres de Houille. Quelques dizaines de kilomètres les séparent, et pourtant c'est presque 2 mondes qui s'affrontent. Chacun venant avec ses a priori, la cohabitation en inquiétait plus d'un. La réputation de la ville, quoi. Faut pas dire qu'elle soit terrible. Ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est pas Houille, quoi. C'est la zone là-bas. Et vous aviez peur que par rapport à ça, les relations soient tendues, c'est ça? Ouais, voilà, peut-être un peu quand même. Pour casser ces barrières, dans toutes les activités, les jeunes des 2 collèges sont mélangés. Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître. Je viens d'écouter. C'est celui-là. Mais non, ça c'est des centimes, regarde. Ah bah, celui-là. Voilà. Solidaires dans le sport et aussi dans le travail, où les grands aident les plus jeunes. Déjà quand on les a vus, on ne savait pas si on allait pouvoir sympathiser avec eux. Et puis bah en fait, le travail qu'on est en train de faire, ça nous aide et on peut plus parler avec eux. La RATP est partenaire de l'opération. Elle fournit les bus et les chauffeurs sont bénévoles. C'est l'occasion pour eux de vivre avec des jeunes qu'ils côtoient chaque jour en banlieue. La banlieue où la confrontation est de plus en plus rude. Lorsqu'on retrouve les gamins sur l'île, ils viennent vers nous directement, ils nous présentent des types de transport. Même à ceux qui ne sont pas venus, par exemple, en banlieue voile, ils disent à leurs copains comme quoi c'est un chauffeur qui est sympa, qui est cool, donc essayez de respecter son boulot. Il suffit de quelques heures pour faire disparaître les a priori, pour comprendre que le chauffeur n'est pas une machine, que les plaisirs sont les mêmes, quelle que soit la banlieue. Et ça leur permet de voir, de se rendre compte tout simplement que l'autre, c'est comment on peut l'apprivoiser l'étranger, quoi. Ça peut devenir un ami, ça peut, voilà quoi. L'autre, parce que c'est une autre classe, quoi. Voilà. L'opération est peut-être une goutte d'eau dans un océan d'incompréhension, mais elle montre la voie. Apprendre à connaître, c'est apprendre à respecter. Santé, l'obésité gagne le monde. Une étude menée par la Sofres et l'Institut de la recherche médicale pour un laboratoire nous apprend que le pays le plus touché est certainement les États-Unis, où 61 millions de personnes peuvent être considérées comme obèses. La France n'est encore que partiellement atteinte par ce phénomène. Un peu plus de 3 millions de Français sont concernés. Les régions les plus touchées étant le Nord, l'Auvergne, dans l'ordre, la Normandie et la Lorraine. Jean-Daniel Fézaquier et Philippe Luzzi. C'est l'image traditionnelle du gros à la mode américaine. Une obésité importante, on parle même d'obésité morbide, c'est-à-dire d'un état prompt à entraîner des maladies comme l'hypertension ou le diabète. En France, on n'en est encore pas là. Mais dans le cadre d'une campagne de lancement d'un nouveau médicament, les laboratoires Roche ont fait faire par un institut de sondage une enquête qui révèle que l'obésité touche 8% de la population, à peine plus qu'il y a 20 ans. En cause, l'alimentation bien sûr, mais aussi une baisse de l'activité physique. Escalator, ascenseur, magnétoscope, nous sommes devenus inactifs et sédentaires.
Les plus démunis d'entre nous sont 3 fois plus touchés par l'affection que ceux qui gagnent correctement leur vie. Les messages de prévention atteignent difficilement les personnes en situation précaire et les prix élevés des fruits et légumes poussent les plus démunis à consommer des produits bon marché, souvent trop riches en graisse et en sucre. Argument supplémentaire, des régions comme le Nord ou la Lorraine sont les plus touchées par l'obésité, mais elles sont aussi les plus frappées par la crise économique. Comme il n'y aura sans doute jamais de médicaments miracles, il faudra modifier les comportements en commençant très tôt, à l'école. Manger bien et bon dans les cantines, cela risque d'être un sacré défi. Le souci de l'environnement, les milliers de tonnes de détritus générés par la société de consommation font du post-nettoyage des grandes villes l'une des charges les plus importantes à supporter. Dans le cas d'une ville comme Paris, par exemple, ce sont plus de 4500 employés qui sont chargés quotidiennement du nettoyage des rues et de l'enlèvement des ordures, ce qui représente environ 10% du budget de fonctionnement de la capitale. C'est notre enquête de ce soir. Vincent Guyenne, Hervé Pozzo, Bruno Livertou. Arroser, brosser, débarrasser les 2400 km de trottoirs parisiens des souillures de la veille. Il est 6 h du matin. Éboueurs et conducteurs d'engins, ils sont près de 4500 à se relayer jour et nuit pour garder la ville propre. Les machines sont de plus en plus perfectionnées, mais les balayeurs restent indispensables. Sur le bitume de Paris, ils usent 30 000 balais chaque année. La bête noire du balayeur, c'est le froid, je vais vous dire. C'est le gel, la bête noire du balayeur. Non, sinon, non, il n'y a pas de... Le ticket de métro, le mégot, ça c'est l'horreur. Le chewing-gum. Pour le citadin, la bête noire, la voici. Un réel problème. La capitale compte 200 000 chiens. On fait de l'ordre de 35 à 45 km selon les secteurs. Et on ramasse l'équivalent donc de 2 cubes et demi, ce qui représente 100 à 150 kg. Il y a 70 motos comme celle-ci, plus de 10 tonnes de déjections sont donc récoltées chaque jour. Mais la mairie entend maintenant changer de stratégie. Elle s'oriente vers la prévention. Cani canin, Non, par là. trotte canin, C'est cacou, doudou. des espaces réservés aux chiens sont actuellement testés à Paris. Au début, c'était pas facile, mais maintenant, il commence à savoir que c'est là. Et que je ne pars pas tant qu'il n'a pas fait. Mais c'est pas drôle pour moi, hein. Mais il n'y a pas assez de sable, c'est tout ce que je reproche. Dresser les chiens, éduquer les maîtres. Les amendes sont rares et l'établissement d'une taxe serait impopulaire. Alors la ville se contente de conseiller et de payer. Les chiens nous coûtent assez cher puisqu'on a une prestation qui est faite par les fameuses motos spécialisées de la société Deco qui reviennent à peu près 35 millions par an. Et on estime le coût pour toute le service technique de la propreté entre 80 et 100 millions de francs par an. En 1884, le célèbre préfet poubelle n'en attendait pas tant. Son arrêté interdisait simplement de jeter ses ordures à la rue et imposait de les présenter dans le récipient qui porte son nom désormais. Aujourd'hui, les bennes sont automatisées, parfois électriques. Elles sont plus de 350 à Paris. La ville collecte la moitié des déchets ménagers. La Lyonnaise et la Générale des Eaux se partagent le reste. Un juteux marché de plus de 265 millions de francs. La capitale produit chaque jour 3000 tonnes d'ordures ménagères. Pour la majorité, elles sont traitées par des usines comme celle-ci, qui tournent à plein régime. À peu près chaque jour 400 véhicules, hein. Ce qui représente 2000 tonnes jour qui vont être traitées dans cette usine, incinérées, et au travers de cette incinération, on va récupérer de la vapeur. Et cette vapeur sera vendue en grande partie à la compagnie parisienne de chauffage urbain pour chauffer une partie de logements et produire de l'eau chaude sur la région parisienne. Si 80% des ordures s'envolent en fumée, 15% sont encore placées en décharge. Or, la loi impose qu'à l'horizon 2002, ces décharges disparaissent. Alors, dans le 13e arrondissement, on teste la collecte sélective. Bleu pour les journaux, blanc pour le verre, jaune pour les emballages ménagers. Une politique de recyclage qui paraît bien difficile à mettre en œuvre. Il faudra des structures et surtout le concours de la population, des citadins qui considèrent bien souvent la qualité de l'environnement et la propreté de la ville comme un dû, alors qu'ils en sont le premier maillon.
La société pétrolière française Elf vient de signer un très important accord avec le numéro 1 du pétrole russe, rejoignant ainsi les sociétés anglaises, américaines. Accord sur des forages en Russie même, mais aussi dans plusieurs autres pays de l'ex-URSS. La France se joint donc ainsi à la nouvelle fièvre de l'or dans cette région du monde. Gilles Rabin, Jean-François Rulot. À Bakou, pas besoin de chercher très loin pour trouver des traces de pétrole. Elles sont partout, sur le bord de mer comme à terre. La capitale de l'Azerbaïdjan a poussé littéralement au milieu des champs de pétrole du siècle dernier. Car ce pays oublié était, il y a 100 ans, le premier producteur mondial de pétrole devant les États-Unis. Les grands pétroliers de l'époque ne s'appelaient pas Elf, mais Nobel ou Rothschild. Aujourd'hui, les réserves terrestres sont pratiquement épuisées. Mais les réserves en mer Caspienne sont gigantesques, 3 fois l'équivalent du Koweït. C'est pourquoi toutes les plus grandes compagnies sont là, dont Elf. Il nous faut de nouveaux terrains de chasse, il nous faut chercher de nouveaux gisements, si possible de gros gisements, et donc dans des zones où c'est possible d'en trouver. Et la mer Caspienne est un de ces rares endroits dans le monde, et c'est pour ça que nous y sommes. Bien qu'elle soit arrivée un peu après tout le monde, la compagnie française est aujourd'hui présente sur 2 des 4 plus grands gisements de la Caspienne. Après avoir longtemps tâtonné en ex-Union soviétique, Elf vient de réussir un vrai coup de poker, conclure en moins de 2 mois une alliance avec le tout nouveau géant russe du pétrole, Yuxi. Yuxi, premier groupe pétrolier russe, mais aussi premier pétrolier privé mondial pour les réserves prouvées, 3e mondial pour la production. À sa tête, un homme de 35 ans qui a bâti en moins de 10 ans un empire financier et industriel. Un homme jeune, mais qui bien sûr sait déjà que dans la Nouvelle-Russie comme ailleurs, le pétrole est souvent pollué par la politique. J'ai toujours essayé de me tenir le plus loin possible de la politique. C'était notre position quand nous nous sommes lancés dans les affaires. Quoi qu'il en soit, avec cette alliance, Elf joue désormais dans la cour des très grands. La Russie est un très grand pays pétrolier et donc je crois en effet que nous entrons là dans un grand jeu. Vous changez de dimension ? Nous augmentons notre dimension et ceci confortera la place d'Elf Aquitaine parmi les 10 meilleurs pétroliers mondiaux. Reste maintenant à prendre de vitesse les 9 autres meilleurs pétroliers mondiaux qui tous ont engagé une course contre la montre à qui réparera le plus vite possible les vieilles plateformes abandonnées par l'ex-Union soviétique pour aller chercher sous l'eau le pétrole du prochain siècle. En Irlande du Nord, le Premier ministre britannique Tony Blair est arrivé sur place pour tenter de trouver un accord sur l'évolution du système politique vers plus d'autonomie, dans un premier temps par rapport à Londres. Un projet violemment dénoncé par les intégristes du maintien de la province dans la couronne britannique. Rien n'est joué donc car la tentation de la violence reste très présente. Sur place, Étienne Lénart. L'histoire prêterait sans doute à sourire si elle n'illustrait parfaitement l'incompréhension chronique qui divise l'Irlande du Nord. Après des incidents à répétition, entre une rue protestante et une rue catholique, on va construire un mur de séparation. Il y a beaucoup de dégâts sur les toits. On nous jette des pierres, des cocktails Molotov. De ce côté-ci, ce sont les catholiques, de ce côté-là, les protestants, et nous, on est juste au milieu. C'est complètement stupide. Au moment où les hommes politiques discutent de la paix, les protestants, eux, veulent construire un mur de séparation. À quelques centaines de mètres de là, autre exemple de cette violence larvée, la découverte le même jour d'une fabrique artisanale de bombes. De quoi faire sauter toute la rue. Mais ces dizaines de sacs n'impressionnent plus personne. En Irlande du Nord, un enfant sur 5 a perdu dans le conflit un membre de sa famille. Un enfant sur 5 a assisté à une explosion. Depuis 8 ans, l'association qui aide les familles victimes d'intimidation et de terreur comptabilise la liste sordide des personnes agressées. Malgré les pourparlers en cours, malgré le cessez-le-feu officiel, la violence est plus que jamais présente. Voilà le genre d'armes que les paramilitaires, qu'ils soient protestants ou catholiques, utilisent pour contrôler leur quartier. Et à partir du moment où on accepte la violence, où on accepte le droit pour certains d'utiliser ces trucs, eh bien cela prouve que notre société est sacrément malade. Il y a donc d'un côté ces murs que l'on continue à construire, ces bombes que l'on découvre, et de l'autre la marche forcée des politiques en direction de la paix. Entre les deux, le scepticisme général qu'ont engendré 30 années de conflit et plusieurs milliers de morts. Comment faire accepter à ces membres d'une loge d'orangistes protestants la simple idée que leur Irlande du Nord pourrait un jour à terme ne plus être rattachée au Royaume-Uni?
Nous voulons tous vivre en paix, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout pas si ce sont les autres, ceux d'en face, qui décident. Comment, dans l'autre camp, faire accepter, par exemple, à la famille de Bobby Sands, héros des catholiques morts en prison, la moindre concession à l'égard des protestants? Je comprends que nous ne pouvons plus rien pour ceux de nos frères qui sont morts à cause du conflit. Mais nous pouvons en revanche éviter de brader l'Irlande pour les générations futures. Voilà donc ce qui est en jeu aujourd'hui à Belfast et que les partis qui négocient doivent résoudre d'ici demain minuit. Un premier accord de paix ne serait évidemment pas la fin de toutes les violences, mais le simple commencement d'une histoire qu'il faudrait alors partager. L'accident du Boeing de la TWA au décollage de New York en juillet 1996, l'enquête n'est toujours pas terminée, presque 2 ans après les faits. Les spécialistes de la sécurité viennent de demander aux compagnies qui possèdent des Boeing 747 de vérifier les circuits électriques des réservoirs qui pourraient avoir mis le feu au carburant. Le tribunal d'Andorre vient de condamner à 8 mois de prison avec sursis le fils et le propriétaire du camion dont les freins avaient lâché en décembre 1994, faisant 9 morts dans les rues de la ville. Récemment, le chauffeur du camion fou s'était suicidé. Marseille accueille ce soir la rencontre la plus attendue et la plus redoutée du championnat de France de football, OM Paris Saint-Germain, qui sera également l'occasion d'inaugurer officieusement le stade Vélodrome, refait à neuf et agrandi à 60 000 places pour la Coupe du Monde. Reportage Florent Gautreau, Philippe Deslandes. 1,6 kg, c'est bon? Non, c'est trop là. 1,5 kg, 100 grammes de plus. On va pas des cacahuètes, on les prend, on les lève, on les prend, on les lève. Plus fort, plus grand, plus haut, à Marseille on en fait toujours un peu plus qu'ailleurs, surtout un jour de match contre Paris. Plus fort, le poissonnier qui remet le client à sa place. Plus grand, le nouveau bar de supporters à 2 pas du Vieux-Port. Plus haut, comme cette photo de Zidane, l'enfant du pays, premier signe avant-coureur de la Coupe du Monde en Provence. Le stade Vélodrome ne pouvait échapper à ce gigantisme. Les supporters marseillais déploieront ce soir le plus grand maillot du monde, le tout devant 60 000 spectateurs dans une enceinte toute neuve. Pourtant, le stade ne fait pas l'unanimité chez les supporters qui lui ont déjà trouvé un surnom, l'enrhumeur. On aurait voulu avoir les 4 tribunes avec une toit. Bon, à l'arrivée, on a une toit que sur une des tribunes, la tribune Jambo et la tribune présidentielle. Mais il pleut jamais à Marseille. Il pleut jamais, il pleut souvent. Hein. L'hiver, c'est un hiver comme un autre, hein, je veux dire. Serge Marchetti a lui d'autres soucis, c'est lui qui gère toute la sécurité de cette rencontre en configuration Coupe du Monde. À quelques heures du match, il inspecte une dernière fois les moindres recoins du stade. Tout doit être parfait pour les spectateurs, mais pour les joueurs également. Donc là on est dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Et pendant la Coupe du Monde, ce sera le vestiaire de l'équipe de France pour le premier match, par exemple. Par contre, avant le match, tout le monde est tourné vers le public. Sous la tribune sud, c'est le dernier briefing pour les 150 stadiers et les 30 mètres chiens. Leur rôle, accueillir, écouter, mais aussi contrôler et filtrer les 60 000 spectateurs. La répétition générale aura forcément du bon à 2 mois du mondial. Aujourd'hui, en ville, on ne parle que du choc entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Mais le stade, lui, est prêt. Et le 12 juin prochain, c'est ici même que la France jouera son premier match du mondial contre l'Afrique du Sud. À la rubrique inattendue, le reportage qui va suivre. En effet, les artisans peintres bretons se retrouvent confrontés à un problème qu'ils n'avaient sûrement pas imaginé. Les peintures des façades des maisons sont détériorées par des escargots qui viennent chercher là, le long des murs, le calcaire qui manque à leur équilibre biologique. Olivier Sioux, Gabriel Camilla, reportage. Des escargots montaient il y en avait une trentaine, une quarantaine qui montaient à l'attaque là, directement sur la maison. Résigné, Monsieur Josselin contemple les dégâts sur la façade de son pavillon. Tout un mur, constellé de petits impacts, les reliefs d'un repas d'escargot. Car pour lui, pas de doute, c'est bien l'appétit des petits gris pour la peinture qui est responsable de l'état de sa façade. Prendre à l'appui, c'est la peinture. On a vu l'escargot casser la croûte, il faut le dire. Comme dit ma femme, je ne mangerai plus jamais d'escargot, ni de là, ni d'ailleurs. Hein. Même dans les grandes surfaces, l'escargot, c'est fini, on n'en achète plus. Hein. L'histoire peut prêter à sourire, mais elle n'amuse pas du tout André Coicot. Depuis 5 ans, ce peintre se bat contre les escargots mangeurs de peinture, qui lui ont valu, comme à d'autres artisans en Bretagne, bien des déboires. Un client mécontent l'a même fait condamner pour malfaçon. Aujourd'hui, il est ruiné. Pour un chantier de 40 000 francs, 83 000 francs de condamnation, plus les frais de justice, c'est-à-dire que pour moi, le prochain coup, j'ai versé 45 000 francs vendredi dernier. Le prochain coup, je suis obligé de vendre mes meubles pour payer le reste. Pourtant, les scientifiques sont formels, il n'y a aucune malfaçon là-dessous. Juste l'appétit mystérieux des escargots pour un certain type de peinture, dite souple. L'escargot consomme certaines peintures de ravalement.
Et certaines, effectivement, sont consommées à tel point qu'on peut dire qu'ils s'en délectent. On se demande quelles sont les substances qui peuvent être appétantes dans la peinture. En fait, selon certaines études récentes, ce serait le calcaire des peintures qui attire les escargots, en particulier dans l'ouest de la France, justement pauvre en calcaire. Les fabricants se défendent en expliquant qu'ils ont modifié la composition de leurs produits. André Coicot, lui, n'a plus qu'un espoir, réunir suffisamment de témoignages d'autres victimes de la voracité des petits gris pour prouver sa bonne foi. Disparition à l'âge de 98 ans de René Pellos, un dessinateur dont les enfants étaient célèbres, notamment avant-guerre, dans les années 30. Les Pieds nickelés, Filochard, Croquignol, Ribouledingue. Leur auteur vient donc de mourir à l'âge de 98 ans. L'événement de cette semaine dans le cinéma français, c'est la dernière production de Luc Besson, réalisée par Gérard Pires. Son titre, Taxi. Les aventures d'un chauffeur de taxi, donc, marseillais, qui a tendance un tout petit peu trop à prendre la cannebière pour un circuit de Formule 1. L'occasion également de découvrir un jeune acteur, Sami Nasri, dans le rôle principal. Olivier Lenouza, Frédéric Bonnet. Sami est un chauffeur de taxi dont les amis se méfient. J'ai plus envie de monter avec ce mec dans un taxi, c'est tout. Un taxi planant, piloté par un fou du volant. Ça va pas toujours bien là-dedans, quoi. C'est tout, quoi. Mais c'est son truc. Son truc à lui, c'est de confondre les rues de Marseille avec un circuit de Formule 1. Le taxi là, à grande vitesse, il a renversé mon radar. S'en occupe, t'as relevé le numéro? J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite. Eh ben alors, ma poule, et il faut ouvrir les yeux, hein, Sami Nasri, choisi par Luc Besson pour interpréter le rôle clé du film Taxi. J'étais avec mon fils, on allait faire des courses, donc j'ai tiré 500 francs et c'est mon fils qui avait le téléphone. J'ai pris le téléphone et Luc m'a dit Sami, t'es chaud pour le film? J'ai dit Luc, je crois que je vais brûler, je vais cramer quoi. J'ai dit c'est un bonheur si tu me donnes ce rôle quoi. Et du coup il m'a dit bah c'est toi qui le fais. Donc j'ai raccroché, j'étais super content et je suis retourné à l'appareil à carte bleue et du coup j'ai tiré 2000 francs. Un taxi qui rapporte un gros pourboire. Ironie de l'histoire, Sami a gagné ses premiers sous grâce à un vélo qu'il prêtait à ses copains. Je l'ai laissé faire des tours de vélo dans le bassin, autour du bassin, comme une piste cyclable en fait, tu vois, ça ressemble un peu à une piste cyclable. Et je leur prenais 5 francs. Et pour pas qu'ils se tirent avec mon vélo, je leur prenais une chaussure et je leur prenais 5 balles du tour quoi. Tu sais le taxi là, on l'a rechopé sur le boulevard il n'y a pas 5 minutes. 190 km/h. Il baisse. Eh ben tu vois, t'étais pas à 90, t'étais à 190. Passage éclair en banlieue parisienne. Sami a passé 10 ans de sa vie à Fontenay. Oui, c'est bien pour moi, parce qu'aujourd'hui je me retrouve dans un film frais, où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de violence. J'espère que ça va inciter les metteurs en scène à me donner des rôles de gentils garçons, entre guillemets. Taxi, un polar, une comédie, une bande dessinée qui déménage, la griffe Luc Besson. C'est Besson, c'est un taxi qui roule à 200 à l'heure dans Marseille. Mais c'est un camion ça. Ouais, mais vous avez l'impression que c'est un camion, mais en vérité c'est un taxi. C'est du virtuel. Virtuel, cet acteur ne l'est pas. 9 films au compteur, une pole position, un premier rôle décroché dans une grosse production. Les voyants sont au vert, la carrière de Sami décolle. Voilà, avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mercredi. D'abord l'immigration. Lionel Jospin soutient Jean-Pierre Chevènement en but aux critiques d'une partie de la gauche plurielle et il dénonce ceux qui incitent les étrangers en situation irrégulière à rester en France. Le projet de loi a été adopté ce soir. Son bonjour était le plus célèbre de la télévision française. Le journaliste Yves Mourouzi est mort la nuit dernière à l'âge de 55 ans des suites d'un malaise cardiaque. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 20h50, un téléfilm, Meurtre sans risque, avec Jean-François Balbert notamment. À 22h45, le magazine de Mireille Dumas, La vie à l'envers. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.